Mon fils Mathis avait 14 ans quand les blagues de Laurent ont commencé. Ce n'étaient pas des blagues violentes. Elles n'étaient même pas bruyantes. C'était justement ce qui les rendait si difficiles à combattre. Elles arrivaient enveloppées d'un sourire, glissées entre deux bouchées lors des repas de famille le dimanche, devant des oncles et des cousins qui riaient sans réfléchir. De petites piques, des remarques lancées en l'air, le genre qui laisse une marque si fine qu'on finit presque par se convaincre qu'il n'y a pas eu de coupure du tout. À ce moment-là, Laurent était mon mari depuis 3 ans. Nous nous étions rencontrés quand Mathis était en CM2, et nous nous sommes mariés l'année de son entrée en 6e. Le père biologique de Mathis était parti. Avant même qu'il ne puisse se forger un vrai souvenir de lui, donc Laurent était la seule véritable figure paternelle que mon fils ait jamais connue. Je pensais que cela comptait pour Laurent. Je l'ai cru pendant un certain temps. La première blague dont je me souviens clairement a eu lieu lors du dîner d'anniversaire de ma belle-sœur. Mathis venait d'entrer au lycée et traversait cette phase silencieuse et incertaine que connaissent la plupart des adolescents. Des problèmes d'acné, des sweats à capuche beaucoup trop grands. Plus intéressé par le fait de gribouiller dans ses carnets de croquis que de parler aux adultes. Laurent l'a regardé à l'autre bout de la table et a dit, avec ce demi-sourire qu'il arborait toujours, « Mathis, tu as prévu d'être invisible toute ta vie ou juste jusqu'au bac ?» Tout le monde a ri. Ma belle-mère a couvert sa bouche avec sa main. Mon beau-frère s'est étouffé avec son verre de vin. Mathis a baissé les yeux sur son assiette. J'ai regardé Laurent. Il est juste timide, ai-je dit doucement. Il est toujours juste quelque chose, a répondu Laurent en attrapant un autre morceau de baguette. Je me suis dit que ce n'était qu'une seule remarque. Je me suis dit que Laurent ne pensait pas à mal. Je me suis dit que Mathis était résilient. C'était un garçon intelligent. Il savait que son beau-père plaisantait. Je me suis raconté beaucoup d'histoires cette année-là. Mais les commentaires n'ont pas cessé. Mathis, tu vas te décider à parler un jour où je ferais mieux d'acheter une plante d'intérieur ? Il perdrait sa propre tête si elle n'était pas attachée. Il tient ça de ta famille, Céline. Le gamin a 15 ans et n'arrive toujours pas à regarder quelqu'un dans les yeux. C'est un peu inquiétant, tu ne trouves pas ? Chacune de ces phrases était prononcée avec ce même sourire désinvolte. Chacune atterrissait dans une pièce remplie de gens qui riaient ou ne disaient rien, ce qui, pour un adolescent, revient exactement au même. Ce qui rendait la situation pire, c'était à quel point tout paraissait normal de l'extérieur. Laurent était charmant, de la manière dont certains hommes savent l'être. Sans effort, mais de façon sélective. Lors des dîners d'entreprise, il était chaleureux. Avec ses propres neveux, il se montrait généreux et patient. Il entraînait l'équipe locale de foot le dimanche au stade municipal et les autres parents l'adoraient. Alors, quand j'essayais d'exprimer ce qui se passait à la maison, même à ma propre sœur, les mots semblaient creux et peu convaincants. Il fait beaucoup de blagues, lui ai-je dit un jour autour d'un café en terrasse. Laurent ? Il a l'air d'être quelqu'un de tellement amusant. Avec les enfants des autres, oui. Elle m'a lancé un regard auquel je n'ai pas su répondre, alors j'ai changé de sujet. C'était le mur invisible qui entourait tout cela. La bonne réputation de Laurent faisait passer mes inquiétudes pour des caprices. Et je vivais déjà avec la culpabilité silencieuse d'avoir imposé un beau-père dans la vie de Mathis. D'avoir fait le mauvais choix. Alors à chaque fois que je doutais de moi-même, cette culpabilité s'engouffrait pour combler le vide. J'ai commencé à remarquer des changements chez Mathis. Il a cessé de descendre au salon quand la famille de Laurent venait nous rendre visite. Il dînait plutôt, seul dans sa chambre.
Il a arrêté de me montrer ses dessins, ce qui était l'une des rares choses sûres. Lesquelles il s'était jamais confié à moi. Quand je frappais à sa porte pour lui demander si ça allait, il répondait la même chose à chaque fois. Ça va, maman. Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux étaient en train de faire le calcul de la situation. Un soir, je me suis assise à côté de lui sur son lit et je n'ai rien dit pendant un moment. Puis j'ai fini par dire, tu sais que Laurent ne pense pas à mal, n'est-ce pas? C'est juste son sens de l'humour. Mathis m'a regardé longuement. Est-ce que ça change quelque chose, a-t-il demandé. S'il le pense vraiment ou non? Je n'avais pas de réponse à cela. J'en ai parlé à Laurent ce soir-là. J'ai essayé de prendre des pincettes, d'être juste. J'ai dit que Mathis semblait affecté par ses remarques, que Laurent pourrait peut-être y aller un peu plus doucement. Laurent s'est adossé au plan de travail de la cuisine et a croisé les bras. Céline, j'essaie de l'endurcir. Le monde ne va pas faire de cadeau à un gamin incapable d'accepter une blague. Je lui rends service. Il n'a que 16 ans. À 16 ans, je travaillais déjà. Là n'est pas la question. Il faut qu'il se forge le caractère. Je dis ça avec amour. Tu l'as couvé toute sa vie et maintenant il tressaille à la moindre occasion. Je suis allée me coucher sans répondre. Ce que je n'ai pas dit à Laurent, c'est que Mathis ne tressaillait plus. C'était la chose que Laurent n'avait pas remarquée. Parce qu'il avait cessé d'y prêter vraiment attention. Le tressaillement était là à 14 ans, peut-être au début de ses 15 ans, mais en cours de route, il avait silencieusement disparu, remplacé par quelque chose de plus dur et de plus délibéré. Mathis était devenu impassible, de la manière dont certaines personnes le deviennent lorsqu'elles ont pris une décision en leur fort intérieur. Et n'ont besoin de personne pour la valider. Je l'ai remarqué pour la première fois à Noël, cette année-là. Laurent a fait l'une de ses remarques à table. Quelque chose sur la posture de Mathis, sur le fait qu'il s'affaissait sur sa chaise comme s'il essayait de disparaître. Et au lieu de se taire ou de regarder son assiette, Mathis a simplement levé la tête et soutenu le regard de Laurent. Une fraction de seconde plus longtemps que nécessaire. Il n'a rien dit. Il l'a juste fixé. Puis il a repris son repas. Laurent a essayé de dissiper le malaise par un rire, mais son rire avait une demi-seconde de retard. Après le dîner, j'ai retrouvé Mathis dans la cuisine, en train de débarrasser la vaisselle, et je lui ai demandé doucement, « Ça va ?» « Très bien », a-t-il répondu. « Tu avais l'air, je ne sais pas, différent à table. » Il a empilé 2 assiettes avec soin. J'ai juste décidé que j'en avais fini de m'excuser d'exister quand je suis dans une pièce. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il voulait dire. J'avais parfaitement compris. J'ai commencé à prêter plus d'attention après cela, non seulement à ce que disait Laurent, mais à la façon dont Mathis réagissait. Ce que j'ai remarqué, c'est que Mathis avait cessé de réagir. Pas de cette manière résignée et abattue que je redoutais, mais d'une manière différente. Plus calme, plus réfléchi. Il s'est mis à passer beaucoup de temps dans sa chambre, pas seulement à dessiner, mais à écrire, à remplir des carnets entiers. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il écrivait. Je lui ai laissé de l'espace. La psychologue de son lycée, une femme nommée Madame Garcia, m'a appelé au début du printemps de cette année-là. Je me suis assise en face d'elle dans un petit bureau tapissé d'affiches sur l'orientation scolaire et j'ai attendu de mauvaises nouvelles. Mathis va très bien, m'a-t-elle dit. Je voulais vous parler parce qu'il a travaillé sur un projet très important. Quel genre de projet? Il s'est inscrit au concours national de la jeunesse en arts et lettres. C'est un concours prestigieux soutenu par l'Académie
Les candidats devaient soumettre une dissertation personnelle accompagnée d'œuvres d'art originales. Elle a fait une pause. Il a envoyé sa candidature sans vous le dire, et il m'a précisé qu'il tenait à le faire par lui-même. Je suis resté parfaitement immobile. Les résultats tomberont le mois prochain, a-t-elle ajouté. J'ai lu son dossier, Céline. Je veux que vous soyez préparée. Préparée à quoi? Elle a croisé les mains sur son bureau. Il a écrit sur sa vie à la maison, sur ce que l'on ressent quand on est rabaissé devant des personnes qui sont censées vous aimer. Il a écrit cela avec une honnêteté bouleversante et ses dessins, ceux qui accompagnent le texte, sont tout bonnement extraordinaires. Quel genre de dessin? Elle est restée silencieuse un instant. Des tables de salle à manger, a-t-elle dit. Toutes vues sous le même angle. Un garçon assis un peu à l'écart des autres, toujours dans le cadre, mais jamais au centre. Dans chacune de ces scènes, les gens autour de la table rient à gorge déployée, et lui se contentent d'être présent, d'être le témoin de la scène. Elle a de nouveau marqué une pause. C'est une œuvre silencieuse. C'est ce que les membres du jury ont dit. Une œuvre extrêmement silencieuse mais qui frappe en plein cœur. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Ce soir-là, je suis resté un long moment devant la porte de la chambre de Matisse avant de frapper. Entre. Il était assis à son bureau, ses carnets grands ouverts devant lui. Je me suis assise au bord de son lit. Madame Garcia m'a appelé aujourd'hui. Il s'est retourné. Lentement. D'accord. Elle m'a parlé du concours. Il m'a regardé avec un aplomb imperturbable. J'allais te le dire. Quand? Après. J'ai hoché la tête. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Ouais. As-tu écrit à propos de Laurent? Il n'a pas détourné le regard. J'ai écrit sur l'impression que ça fait de dîner dans sa propre maison et de se sentir comme un invité à qui l'on demande sans cesse de bien vouloir partir. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas utilisé son nom, a ajouté Matisse. Je n'ai rien raconté qui ne soit pas vrai. La cérémonie de remise des prix a eu lieu en avril, dans l'amphithéâtre des Beaux-Arts en centre-ville. Je n'avais pas précisé à Laurent de quoi il s'agissait exactement. Je lui avais juste dit que c'était un événement lié au lycée. Il est venu parce que je le lui avais demandé, arborant cette expression de douce tolérance qu'il prenait toujours lorsque Matisse était impliqué dans quelque chose qui exigeait sa présence. Nous étions assis avec ma sœur, son mari, la mère de Laurent et 2 de ses cousins qui étaient de passage. Une table bien remplie. Avant que la cérémonie ne commence, Laurent s'est penché vers moi et m'a glissé. Combien de temps ça va durer, ce truc? Le temps qu'il faudra, lui ai-je répondu. Il a consulté son téléphone portable une fois. Puis l'a rangé quand une personne à côté lui a lancé un regard réprobateur. Lorsque le nom de Matisse a été appelé pour la première place dans la catégorie littérature des 16 à 18 ans, la tête de Laurent s'est tournée au ralenti. Et puis, ils ont lu un extrait. La présentatrice, une professeure d'université, a réajusté ses lunettes et a déclaré, le jury décrit cette œuvre comme, et je cite, d'une précision émotionnelle inébranlable, portée par une voix qui a manifestement appris à survivre en observant avec acuité. Elle a commencé à lire. Chaque famille a son comique de service. La nôtre possède un homme qui ne m'a jamais posé une seule véritable question, mais qui a fait environ 4. Sans remarque sur mon silence, ma posture, mes notes, mon visage et mon avenir. Tout cela devant des personnes qui se forcent à rire parce que le silence serait encore plus gênant que moi. La salle entière était plongée dans le silence.
Laurent était complètement pétrifié. Avant, je pensais que si je changeais quelque chose chez moi, les moqueries s'arrêteraient. J'ai dessiné davantage. J'ai étudié plus dur. J'ai arrêté de dîner avec eux certains soirs, juste pour retirer la cible de leur vue. Rien de tout cela n'a fonctionné, car les blagues ne parlaient jamais vraiment de moi. Elles portaient sur l'espace que j'occupais, un espace dans lequel quelqu'un d'autre voulait se sentir à l'aise au détriment du mien. J'ai entendu ma sœur soupirer bruyamment à mes côtés. Je ne l'ai pas regardé. J'observais Mathis sur la scène, se tenant droit, les bras le long du corps, le visage totalement impassible. Il ressemblait à quelqu'un qui s'était préparé pour affronter ce public toute sa vie, sans même savoir à l'avance de quel public il s'agirait. Mathis s'est avancé sur l'estrade, a accepté son prix et a serré la main de la professeure. Il n'a pas jeté un seul regard vers notre table. Sur le trajet du retour en voiture, Laurent n'a pas dit un mot pendant 11 minutes chrono. J'ai compté. Puis il a fini par lâcher, « Tu étais au courant. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. Et tu n'as rien dit. » Je lui ai laissé son intimité. Nouveau silence. Il m'a fait passer pour un monstre devant tout le monde. Je me suis tourné pour le regarder, je me suis raclé la gorge et j'ai répondu. Il n'a pas prononcé ton nom. Tous les gens assis à cette table savent très bien de qui il parlait. Alors peut-être, ai-je répliqué, que tous les gens à cette table ont appris quelque chose ce soir. Laurent n'a plus décroché un mot. Jusqu'à notre arrivée à la maison. Il est descendu de la voiture et est rentré à l'intérieur, tandis que je suis restée assise dans l'allée pendant un bon moment. La mère de Laurent m'a téléphoné 2 jours plus tard. Je m'attendais à ce qu'elle soit folle de rage, mais au lieu de cela, sa voix était atone. Je vous dois des excuses, a-t-elle dit. Vous ne me devez rien du tout. Laurent agissait exactement de la même façon avec son petit frère quand il grandissait. À l'époque, je ne l'ai jamais arrêté non plus. Je ne savais absolument pas quoi répondre à cela. Je pensais que c'était simplement la manière dont les garçons se parlaient entre eux, a-t-elle murmuré. Je croyais que ça forgeait le caractère. Ce n'est pas le cas. Non, a-t-elle reconnu. Doucement. Ce n'est pas le cas. Et elle a raccroché. J'ai appelé Madame Garcia le lendemain matin pour l'interroger sur la bourse associée à ce prix. Elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'une enveloppe de 4 000 € pour l'aider à financer n'importe quelle école d'art ou de lettres après le baccalauréat. Elle m'a également révélé que Mathis avait déjà été contacté par 2 facultés qui avaient repéré son dossier. Je suis restée prostrée à la table de la cuisine. Pendant un très long moment après cet appel. Mathis est descendu prendre son petit déjeuner vers 9 heures. Il s'est versé un bol de céréales, s'est assis en face de moi et a mangé sans prononcer un mot. Comment te sens-tu, ai-je fini par lui demander. Il a réfléchi un instant. Comme si j'avais dit quelque chose de vrai, a-t-il répondu. Et que cette chose est restée vraie même après l'avoir dite à voix haute. J'ai hoché la tête. Je ne vais pas continuer comme ça, lui ai-je avoué. Vivre de cette façon. Je veux que tu le saches. Il a posé son regard sur moi. Il n'avait que 16 ans, avec le menton de son père et les yeux de sa grand-mère, et il me regardait avec ce genre de fermeté que la plupart des adultes mettent des décennies à acquérir. Je sais, maman, a-t-il dit. J'attendais juste que tu le saches toi aussi. J'ai déménagé le mois suivant. Mathis m'a aidé à faire les cartons. Il n'a pas beaucoup parlé pendant toute cette épreuve. Il ne le faisait jamais de toute façon. Mais lorsque nous
avons chargé le tout dernier carton dans le coffre de la voiture de ma sœur, et que je me suis tenue dans le salon vide de cette maison que j'avais tant essayé de transformer en foyer. Il a brièvement posé sa main sur mon épaule et m'a dit la chose que j'ignorais avoir tant besoin d'entendre. On va s'en sortir. Tu crois? Oui. C'est même déjà le cas. Si un adolescent a dû écrire une dissertation primée pour pouvoir être enfin entendu au sein de son propre foyer, qu'est-ce que les adultes de cette maison écoutaient exactement? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires.